Comme toujours, une rapide introduction à cette nouvelle vidéo en direct avec Karl Brochu. Je pense que vous allez véritablement adorer. On refait un point sur les complots. On refait un point sur tout ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe aux États-Unis, cette course de vitesse, ce qui se passe en Palestine, ce qui se passe évidemment en France, ce qui se passe sur l'ensemble des fronts. On discute véritablement de tous les sujets dont vous avez entendu parler au cours des dernières années. On parle du Covid, on parle des tentatives d'assassinat sur Trump, on parle du 6 janvier 2021, on parle de tout ça, mais on n'en parle pas pour effleurer les sujets. On en parle pour montrer à quel point ils sont importants, à quel point ils sont connectés les uns aux autres, et qu'est-ce qui est justement cette connexion aujourd'hui dans l'époque contemporaine, mais qui finalement est une connexion qui remonte à la nuit des temps. Et en fin de vidéo, on a quelqu'un qui est une des personnes qui travaille avec Karl Brochu dans son média et qui discute d'une de mes lettres Substack. Et donc je vais garder également ce morceau parce que je pense que c'est relativement intéressant pour ceux qui n'ont pas encore cliqué pour découvrir les lettres Substack que je fais, l'importance qu'elles ont pour moi. J'ai publié encore une fois une lettre aujourd'hui qui est importante, qui me tient à cœur, que j'appelle les complots partie numéro 1, et qui est véritablement, sans vouloir comparer, un peu comme le chapitre 0 du travail de Candace Owens. C'est-à-dire, je plante le décor et maintenant, véritablement, je vais rentrer petit à petit dans les complots. Comme vous le savez tous, c'est gratuit. Alors, vous pouvez vous inscrire, vous pouvez consulter toutes les lettres du passé, etc. Et j'espère que ça va vous plaire, j'espère que vous allez partager, j'espère que vous allez échanger avec moi sur le sujet. Il y a la possibilité de commenter, etc. Voilà, bonne vidéo, je vous remercie pour votre fidélité, pour tout. Et comme d'habitude, moi je suis un journaliste citoyen qui dépend beaucoup de vous, en fait totalement de vous. Et donc, vous pouvez faire un don de PayPal, vous pouvez me contacter pour découvrir du miel, vous pouvez m'inviter au restaurant, vous pouvez m'inviter boire un verre, vous pouvez m'inviter pour une conférence. Voilà pourquoi je dis vous pouvez m'inviter, parce que contrairement à ma vie d'avant, j'ai plus véritablement les moyens, malheureusement, d'inviter personne, de prendre un studio d'enregistrement et de demander un deuxième et des stagiaires, etc., etc. Évidemment, c'est un clin d'œil. Il y a toujours une cagnotte pour les frais d'avocat, pour ceux qui se sentiraient concernés. Voilà, en tout cas, vous pouvez me contacter à bertrand@55bellechasse.com, Bertrand, BERTRAND, @55BE2LECHA2SE.com, bertrand@55bellechasse.com. Ça me fera plaisir de répondre aux messages et d'échanger avec vous. À très bientôt en tout cas, et le week-end prochain, je suis en Vendée et après je passe quelques jours en Bretagne du côté de Quimper. Donc si certains d'entre vous sont par là, n'hésitez pas, en Vendée, à Vie en Poirée ou Poirée en Vie, je sais plus. Enfin voilà, regardez, je mettrai un lien dans la description de cette vidéo. Voilà, à très bientôt, merci. Loud and more loud, the crowd will swell, the people shouts responding well, o'er the land of glad news tell. From sea to sea, from pole to pole, the echoes of that bell shall roll, till freedom comes through every soul. Ring, ring, exclaims the watching boy, the bell responds with notes of joy. Freedom's proclaimed in sweet and low. Abonnez-vous s'il vous plaît à mon Substack. Abonnez-vous s'il vous plaît à mon Substack. Alors sinon, avant de vous laisser vous plonger dans la vidéo, un petit clin d'œil pour le miel. Donc ici, dans ma main, un extraordinaire miel d'acacia.
Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle émission de Brochu TV. Cette émission tant attendue qui a battu des records la semaine dernière à Brochu TV, près de 3000 auditeurs en direct et déjà dans le clavardoir, ça a commencé au moins une heure avant l'émission, donc du jamais vu, un sujet qui intéresse beaucoup de gens parce qu'on sort du pantalon de Madame Macron et on va dans toutes les coulisses du pouvoir profond français qu'on découvre à travers les capsules de Madame Owens. Un excellent article dans Réseau International nous résume cette troisième capsule de Madame Owens. Et en entrée de jeu, Bertrand, on a parlé du passé familial et tout le mari de Mme Macron qui est très dur à trouver en date d'aujourd'hui. Écoute, qu'est-ce que tu as appris dans la troisième épisode qu'on n'a pas su aux deux premières? Alors, peut-être le point, à mon avis, qui était fondamental de cet épisode, c'est le sujet de la plainte qui a été gagnée contre Natacha Ray. C'est-à-dire que tous les grands médias disent cette affaire, c'est faux, parce que à chaque fois qu'il y a des procès, ils gagnent, que ce soit pour diffamation ou harcèlement, etc. Et ce qu'on a découvert dans ce troisième épisode, c'est que le procès pour diffamation, il est gagné parce que un cousin de Madame Macron a été injustement positionné sur une photo dans le travail de Natacha Ray. Et comme c'était pas lui sur la photo, et que c'était une affaire, entre guillemets, assez retentissante, il a considéré qu'il était diffamé. Puisqu'on lui disait, vous êtes la personne sur cette photo, ce n'est pas l'ex-mari de Brigitte Macron, c'est vous. Or, ce n'était pas lui. Et donc, c'est sur ce simple fait que la diffamation a été établie. Parce qu'en fait, il suffit d'un fait, d'une erreur matérielle, pour considérer que quelqu'un est victime d'une entreprise de diffamation. Et donc, c'est ce qu'a très bien expliqué Candace Owens, ce n'est pas sur le fond du sujet, sur un mensonge d'État, c'est sur un détail que l'accusation de diffamation a été établie. Mais la plupart des gens qui regardent de très loin cette affaire savent juste que quelqu'un a été condamné pour diffamation. Et ce qu'on apprend d'ailleurs, c'est que cette personne qui donc a attaqué, il était censé faire cause commune dans une attaque avec Brigitte Macron. Et en fait, il s'est retrouvé tout seul. C'est dans le cadre d'autres dossiers qu'il y a eu des plaintes, mais finalement, on sait que à chaque fois, il y a eu des plaintes qui ont été déposées, puis finalement, c'est pas allé jusqu'à son terme par Brigitte Macron pour différentes raisons. En fait, c'est un embrouillamini. Et ce qu'elle dit également, elle parle des lettres, mais surtout, elle parle de la presse. Et la presse française dit, c'est quoi cette journaliste américaine qui est tout sauf journaliste? C'est une conspirationniste, c'est quelqu'un qui est proche de Donald Trump, qui est proche de milieux assez scandaleux, etc., etc. Et manifestement, elle est transphobe. Et donc ça, c'est un sujet qui revient souvent. Alors, comment est-ce qu'elle pourrait être transphobe alors qu'elle n'a aucun problème avec les personnes qui sont transsexuelles? Elle n'a aucun problème avec les homosexuels. Elle n'a aucun problème avec personne. En fait, la seule chose qui l'intéresse, c'est est-ce qu'il y a un mensonge ou non? Et ce qu'elle espère, puisqu'en fait, comme elle le démontre à chaque émission, c'est qu'elle a fait un courrier suffisamment clair, avec des questions suffisamment simples pour obtenir des réponses sous serment,
ou dans le cadre d'une interview sous serment, qui permettrait d'en finir avec ce dossier. Mais elle ne veut pas des plaintes qui détournent du fond du dossier. Elle ne veut pas des menaces qui détournent du fond du dossier. Elle ne veut pas des intimidations qui détournent du fond du dossier. Elle dit, moi, j'arrêterai dès que j'aurai soit des attestations sous serment, soit des preuves qu'il n'y a pas de mensonge. Et donc, elle montre, pour l'instant, sans démontrer. En fait, ce qu'elle prend, c'est une infinité, soit de coïncidences, soit d'indices qui sont invariablement concordants. Et parmi les indices concordants, elle parle, par exemple, de quelqu'un de la famille d'Emmanuel Macron, parce qu'en fait, et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, elle ne se contente pas de faire un travail sur le genre, elle s'intéresse à tout. Elle s'intéresse à l'environnement d'Emmanuel Macron, elle s'intéresse à son histoire, et elle raconte qu'avant l'élection présidentielle, quand on s'est mis à beaucoup parler d'Emmanuel Macron, un journaliste était allé du côté de la famille d'Emmanuel Macron pour rencontrer son frère, et ce dernier avait répondu, en fait, avait répondu à quelqu'un qui lui posait la question, et c'est cette information qui est arrivée jusqu'au journaliste, puisque la personne était étonnée de cette réponse, lui avait dit non, c'est pas mon frère, c'est un cousin éloigné. Et tout ça a été retranscrit dans des livres qui n'ont jamais été attaqués pour diffamation. C'est-à-dire, c'est des livres qui ont été publiés et jamais personne n'est allé voir les auteurs de livres en disant faites une correction, faites un erratum, dites que ce n'est pas vrai, ou le frère en question n'a pas fait d'attestation à aujourd'hui disant non, j'ai jamais dit ça, évidemment c'est mon frère, regardez les photos de nous quand on était enfant. Et ce qu'elle dit, c'est que pour l'un et l'autre des époux qui sont quand même mariés à la tête d'une puissance nucléaire, qui est membre du Conseil de sécurité de l'ONU, qui est très impliqué sur tous les sujets importants du moment dans le monde, sur le climat. On sait bien le rôle de Emmanuel Macron, et y compris vis-à-vis de tous les autres pays européens, la situation dramatique de l'Allemagne et les milliards engouffrés dans l'éolien, etc., il est derrière. Sur tout ce qui est LGBTQ+, transsexualité, il n'y a qu'à regarder dès la première fête de la musique à l'Élysée, les images qui ont fait le tour du monde, où le couple présidentiel est manifestement entouré de travestis, de gens qui sont gays, de gens qui sont transsexuels. Pour les Jeux Olympiques de Paris, la flamme a été portée par des transsexuels. Le metteur en scène du spectacle, au-delà du fait qu'il a décapité Marie-Antoinette, c'est-à-dire qu'il a montré dans le spectacle, il y a aussi eu véritablement de la pornographie, avec 3 personnes qui montaient un escalier et qui s'embrassaient les uns les autres pour un spectacle devant des enfants, où on voyait une femme avec 2 hommes, les hommes s'embrassaient, la femme embrassait chaque homme, et ils mimaient, entre guillemets, une danse très intime, très chaude. On a eu la scène de Jésus-Christ qui a été transformée en quelque chose d'extraordinairement woke. Et tout ça, c'est ce couple, en fait, qui fait du prosélytisme dans ce domaine. On a eu le scandale dans le domaine de la boxe au sujet de boxeuses qui étaient peut-être des boxeurs. Et c'est un scandale qu'on a observé également dans d'autres sports. Dans le sport aux États-Unis, en particulier, on a eu des gros problèmes dans le domaine de la natation. Et donc, Trump est en train de mettre un terme à ça, mais on voit bien que la France est à la pointe. Et c'est ce que montrait bien Candace Owens en mettant en avant
les deux grands groupes de luxe français. Et on sait que ces deux grands groupes de luxe français, que ce soit le groupe de Bernard Arnault ou le groupe Pinault, sont régulièrement accusés d'être extrêmement prosélytes vis-à-vis de la communauté trans, vis-à-vis de la communauté gay, mais également il y a des interrogations très nettes sur la pédophilie, mais sur tellement d'autres sujets. Et donc, le fait qu'elle montre ça, évidemment, ça lui crée beaucoup d'ennemis. Donc, il y a énormément de groupes de presse, énormément de personnes maintenant qui sont payées manifestement pour essayer de dénicher des choses sur elle qui pourraient lui nuire. Et évidemment, en plus, on a tous les gens qui devraient s'intéresser à ce dossier, puisque c'est un dossier extrêmement important et encore une fois qui dépasse largement les Français et qui disent « Ah mais non, mais moi j'étais déjà au courant de tout ça », sans même réaliser que tout ça c'est gigantesque. Moi si je racontais ça à mes parents dans le détail, mais ils pourraient même pas croire que c'est possible. Parce qu'ils sont comme moi en fait. L'aspect genre de tout ça, ils s'y intéressent pas forcément. Tu vois, ce qui les intéresse, évidemment, c'est quoi la situation des retraites, c'est quoi la situation de l'éducation pour les petits-enfants. Parce que en France, il faut regarder les programmes scolaires, ce qu'on apprend aux jeunes enfants à l'école. Ça préoccupe nos parents. Tu vois, ça préoccupe nos anciens qui se disent, mais quel monde on est en train de livrer à nos petits-enfants? Pourquoi nos enfants ne se battent pas comme nous, on l'aurait fait? Pourquoi notre génération, des baby-boomers, on ne se bat pas contre ces horreurs? Pourquoi il n'y a plus de gilets jaunes? Pourquoi le prix de l'essence explose? Pourquoi le chômage explose? Pourquoi l'éducation des enfants devient délirante? Pourquoi la France continue, envers et contre tout, à livrer des mirages, des avions de guerre à l'Ukraine, alors qu'on dirait qu'on est à la veille d'une période d'apaisement? Pourquoi toutes ces questions? C'est ça qui préoccupe. Mais cette affaire-là, en fait, ce qu'elle peut démontrer, c'est qu'à nouveau, comme pour le Covid, comme pour de très nombreux sujets, eh bien, il y a des complots qui pouvaient paraître complètement invraisemblables et qui s'avèrent vrais. Et d'ailleurs, aujourd'hui, dans l'après-midi, j'ai publié ma nouvelle lettre Substack sur les complots. Donc, si certains d'entre vous ont envie de la lire, je vous invite parce que c'est que la première partie d'ailleurs, parce que c'est tellement riche que j'espère que ça plaira beaucoup parce que c'est vraiment une lettre très, très agréable. Dans la deuxième partie de l'émission, tantôt, on va justement aborder une de tes lettres avec une de mes connaissances proches. On va aborder une de tes lettres sur la programmation dans laquelle on est actuellement. Donc, ça va être très intéressant, puis ça va faire la promotion de tes lettres Substack. Merci beaucoup. J'en ai besoin. Ah oui, non, absolument. Puis moi, pour toutes les francophones, pour les Québécois, tu es vraiment très généreux, puis on veut te le rendre. Bertrand, l'autre chose qui m'a frappé dans ce troisième épisode-là, c'est l'éducation de M. Macron, où là, on apprend pourquoi il s'est mis à lire du André Gide. Oui. Et de voir un peu comment il a été élevé par sa grand-mère. Ça me préoccupe beaucoup. Puis l'autre chose que je sais que tu connais bien, c'est tout le programme MK Ultra que Candace Owen a commencé à aborder dans cet épisode-là, que j'ai l'impression qu'elle va faire des liens beaucoup avec les parents de Macron, sa mère qui a travaillé dans un bureau qui facilitait les gens à procéder à une transformation de sexe, et le père aussi. Ça pose beaucoup de questions sur l'imaginaire de votre président. Et c'est ça qui est. Merci de rappeler ces points-là. Donc,
Emmanuel Macron est né officiellement le 21 décembre 1977 dans une famille d'Amiens. Il est censé être né à Amiens. Ce que Candace Owens rappelle, c'est que Monsieur de Robien, qui était le maire d'Amiens, quand il était interrogé au sujet du fait que sa ville était la ville natale d'un nouveau président de la République, ce que n'importe quelle ville serait extrêmement fière. Tu vois, c'est mieux d'être la ville d'un président que la ville de quelqu'un qui gagne la Star Academy ou tout truc à la télé, tu sais, puisque dans ces émissions à la télé, ils vont toujours dans la ville de naissance de la personne parce que ça fait un peu de buzz, tu vois, les gens sont fiers. Eh Bien bien, sûr qu'on lui s'attend. répond, non, Oui. il n'est pas d'Amiens, il est du Touquet. Comment est-ce que le maire peut dire qu'Emmanuel Macron, qui est d'Amiens, est en fait du Touquet? Et on découvre dans des archives de documents de Rothschild, parce qu'il y a eu vraisemblablement des lanceurs d'alerte, des gens qui ont fait passer ça à la presse, que dans certains papiers, Emmanuel Macron dit qu'il est né à Paris. Dans d'autres, il dit qu'il est né à Amiens. Le maire d'Amiens dit qu'il est né au Touquet. Il y a un épisode que décrit Candace Owens qui dit, il y a quelqu'un qui raconte une scène où on interroge Emmanuel Macron sur sa demi-sœur. Et en fait, il ne sait même pas quoi dire. Et il se retourne vers Brigitte pour lui demander ce qu'il peut dire. Quelle est la réponse qu'il peut donner à une telle question? Parce qu'en fait, ce que dit très bien Candace Owens, c'est qu'il n'a rien à raconter sur sa famille paternelle et maternelle. En fait, éventuellement, il peut parler de la famille de Brigitte Macron dans ses mémoires, mais la seule personne dont il parle vaguement dans ses mémoires, c'est uniquement sa grand-mère. Il évoque sa grand-mère et il dit, mais uniquement quelques lignes, alors que, paraît-il, moi j'ai pas lu ses mémoires, il y a des pages et des pages sur la famille de Brigitte. Il dit ce que tu viens de dire, que cette grand-mère, elle l'a initié à 2 livres très particuliers. Le Grand Maulne de Fournier et Les nourritures terrestres d'André Gide. Et les nourritures terrestres ont en plus cette spécificité particulière d'avoir l'honneur de son portrait officiel de président de la République française avec d'autres livres. Et j'en ai parlé, les mémoires de Gaulle et le Rouge et le Noir de Stendhal. Mais pourquoi André Gide est très particulier? C'est parce que dans ce livre et dans de nombreux livres, André Gide évoque sans aucune gêne son intérêt pour les jeunes hommes et les jeunes hommes de moins de 15 ans. Mais il n'est pas le seul comme ça. Il y a également Frédéric Mitterrand, Cohn-Bendit. Il y a beaucoup de personnages qui sont des grands défenseurs ou qui ont été des grands défenseurs d'Emmanuel Macron qui ont révélé les mêmes penchants. Et dans son émission précédente, elle avait bien montré quand même cette ambiance très sombre. Et ce que les gens qui critiquent, entre guillemets, le travail de Candace Owens ont du mal à réaliser, c'est que toutes ces informations qu'un certain nombre de personnes ont entendues vaguement au cours des années précédentes, parce que ça a été évoqué, si ils ont entendu que ça avait été écrit dans le magazine Faits et Documents à l'époque où Xavier Poussard y travaillait encore, ou que ce sont peut-être des choses qui ont été évoquées par Natacha Ray, ou par Précibus, ou par Lionel, ou par... Des dizaines de personnes se sont intéressées à ce sujet. Pas moi du tout. Alors moi, je dois avouer, je me suis jamais intéressé à ça. J'ai pas enquêté là-dessus. J'ai reçu un certain nombre d'informations et qui m'ont véritablement interpellé, puisque ça donnait encore plus de corps à mon travail sur ce couple étrange. Puisque Oui. moi, ce qui m'intéressait dans ce couple, c'était la différence d'âge. Le
le changement de genre, mais la différence d'âge, 14 ans, 39 ans, c'est considérable. Et il y a des gens qui disent que ce serait plus de 40 ans, puisque ce qu'on constate avec le travail fait sur les photos, c'est que rien ne correspond. Et c'est là, pour faire la transition avec ce que tu dis sur MK Ultra, c'est que la date de naissance de Brigitte Macron, elle a l'air choisie pas du tout au hasard, sa date de naissance officielle. Puisque, Exactement. J'ai entendu parler de ça sur des interprétations que tu as déjà fait là-dessus. Explique-nous exact, ça. exactement. Mais ça, j'en ai parlé souvent, parce Oui, que ça, mais c'est au cœur de mon brièvement. travail. Tu Oui. vois ce que je veux dire? Au cœur de mon travail, depuis toujours, il y a cette étrangeté de cette relation entre un bambin, quelqu'un de très âgé, la personne très âgée qui se retrouve autour d'un scandale, mais il y a plein de scandales, et qui, au lieu d'être viré entre guillemets de l'éducation nationale, se retrouve promu pour devenir la professeure à Saint-Louis de Gonzague, une école de très grande réputation à Paris, des enfants de Bernard Arnault, l'homme le plus puissant et le plus riche de France. Donc quelqu'un qui est soupçonné d'avoir séduit un enfant de 14 ans alors qu'elle avait 39 ans, qui a divorcé de son mari, avec lequel elle avait eu 3 enfants, dont elle n'a aucune photo de l'historique de sa vie avec les 3 enfants. Pas de photo de crèche, de maternelle, de machin, voire même, elle a quand même, sur beaucoup de photos, l'air d'être une femme assez pulpeuse. Tu vois, Oui. quand on voit ses formes, donc elle a peut-être allaité, tu vois, on aurait pu voir des photos où elle tenait dans ses bras un bébé en train d'allaiter. À cette époque-là, les enfants de cette génération, les mamans allaitaient. Et il y a beaucoup de photos, pratiquement toutes les mères au monde ont des photos avec leur bébé en train d'allaiter. C'est des photos merveilleuses. Aujourd'hui, effectivement, peut-être par pudibonderie ou autre, il y a beaucoup de mères qui n'osent plus allaiter. Mais en tout cas, à l'époque, c'était quelque chose d'important et ça faisait partie des photos que les gens faisaient et conservaient extrêmement précieusement. Moi, j'ai des photos que j'aime beaucoup où je suis dans les bras de ma maman et j'allaite. Et d'autres photos à la maternité. Et c'est des photos, si je devais partir avec un seul objet de chez moi, Ben oui. mais c'est cette photo que j'aurais Ben oui. et que je serais fier de montrer. Parfois, je m'amuse à montrer des photos de moi enfant. Alors évidemment, peu de personnes doutent, vu la taille de ma barbe, etc., que je suis un homme. Mais d'ailleurs, juste un clin d'œil, parce que je ne sais pas s'il va rester longtemps sur X, mais Kanye West, aux Grammy Awards, est allé se présenter devant le monde entier. Et d'ailleurs, il a défrayé la chronique. Et il paraît que depuis, les ventes sur son site de commerce en ligne ont doublé. Et il est allé avec sa femme qui était, pour ainsi dire, nue. Et c'était une manière de dire, sachez que dans le showbiz, dans le cinéma, dans la politique, il y a peu de femmes qui oseraient être nues parce qu'on se rendrait compte que même si les cicatrices ont quasiment disparu, il y a beaucoup de cicatrices. Parce qu'en fait, il n'est pas là pour montrer sa femme en pâture. Il est là pour dire que le temps de la transparence est venu. C'est un message très fort. Le temps de la transparence est venu. Et c'est exactement ce que font Trump et Musk au niveau du gouvernement américain. N'importe quel patron d'entreprise qui arrive dans une entreprise qui est vraiment dans un sale état dit « je me donne 100 jours pour auditer et regarder dans le détail tout ce qui se passe réellement dans cette entreprise, dans quel état elle est, et puis dire dans quelle direction on va aller ». Macron, il a eu ses 100 jours, et je rappelle, d'ailleurs ça avait été rappelé dès son premier épisode par Candace Owens, elle avait montré l'image du bureau avec le tapis soleil noir, avec les tableaux dont on avait parlé,
cette réunion était la réunion des 100 jours. Et d'ailleurs, ça lui avait permis, en 100 jours, d'avoir le tapis soleil noir, d'avoir le chien qui dormait, d'avoir tel tableau, d'avoir tel poster de Shepard Fairey. Parce qu'en fait, tout ça fait partie d'un plan qui est rondement mené. En ce moment, qu'est-ce qui se passe d'autre? Ce qu'on réalise, c'est cet émoi dans tous les journaux, dans tous les médias, dans le monde politique. Il y avait 50 milliards de dollars chaque année qui permettaient d'irriguer la presse, les lobbies, les think tanks. Et c'était sans doute beaucoup plus de 50 milliards, parce que ça, c'est la partie USAID. Ce que Ouais. Trump a demandé à Musk, c'est de regarder Pentagone, de regarder les enveloppes du FBI, de la CIA. C'est est-ce qu'on est à 100 milliards? Est-ce qu'on est à 200 milliards par an qui sont injectés, y compris dans les poches de milliardaires qui réutilisent cet argent? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disaient, mais tiens, c'est bizarre, Bill Gates, il donne des millions au monde. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Bill Gates donne des millions au journal Le Monde chaque année? Pourquoi c'est un des donateurs du journal Le Monde? En quoi il veut influencer ce journal? Parce qu'évidemment, si les journalistes savent qu'ils ont leur prime grâce à cet argent de Bill Gates, c'est évident que le journal Le Monde va pas être le journal le plus critique. Le journal Les Échos ne fera, qui appartient à LVMH, à Bernard Arnault, il risque pas de faire des articles pour dire aux gens vendez vos actions LVMH. Évidemment. Donc on voit cette collusion et USAID, qu'est-ce qui s'avère? C'est qu'en fait, ils ne travaillaient que pour les mouvements wokistes, les mouvements immigrationnistes, les mouvements LGBTQ+, les mouvements anti-Russie, les mouvements, par ailleurs, pour le coup, pro-sionistes, anti-palestiniens. Tout ça, c'était à sens unique. Et on voit bien quelle avait été la politique de Biden. Et surtout, ces gens sont complètement contre, évidemment, Donald Trump et Elon Musk. Et d'ailleurs, c'est très important. Les gens accusent tout le temps Elon Musk d'être extraordinairement sioniste, d'être à la botte, etc. Bon, je rappelle le scandale qu'il avait subi en 2013, puisqu'il avait été accusé d'être antisémite, puisqu'il avait dit à quelqu'un, oui, c'est vrai, je ne vais pas dire ce qu'il avait dit pour pas qu'on comprenne juste ce que je vais répéter, mais faites une petite recherche. Mais qui Elon Musk fait revenir sur X ou met en avant sur X? J'ai parlé tout à l'heure de Kanye West. C'est quand même pas n'importe qui. Si Elon Musk était qui un certain nombre de personnes accusent, la dernière personne qui ferait venir, ce serait Kanye West, qui l'appelle mon frère, ma famille. Et Kanye West, qu'est-ce qu'il a montré? Il a montré des échanges de SMS qu'il a avec Elon Musk. C'est-à-dire qu'il montre à quel point ils sont amis, à quel point ils sont proches. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et il n'a pas montré les extraits de ces SMS sans demander à Elon Musk l'autorisation de les publier. Parce que quand quelqu'un est ta famille ou ton ami, tu publies pas quelque chose qui peut le mettre en difficulté. Et ce qu'il est en train de montrer, c'est que tout ce qui se passe, parce qu'en réalité, USAID, quand tu poses la question aux outils d'intelligence artificielle, mais quand tu fais des recherches, puisque moi, c'est des sujets sur lesquels, évidemment, je travaille depuis des années. Mais là, je me dédouane un peu en disant, quand tu demandes aux outils d'intelligence artificielle, tu leur dis, quels sont les liens entre USAID et les grands lobbies américains comme EPAC, ADL, Media Matters, tu vois, ces grandes Ben oui. institutions américaines. Mais il n'y a pas d'ambiguïté. Ils disent, tout cet argent qui est investi est toujours investi exactement dans la même ligne directrice que la politique d'EPAC. Alors, est-ce que c'est EPAC qui dicte à USAID comment dépenser son argent? Est-ce que c'est ADL qui dit à USAID comment dépenser son argent?
Ou est-ce que c'est US7 qui dit à l'EPAC? Bah, tu vois, Ah on oui. voit le sens, c'est que ceux qui influencent la manière de dépenser les milliards, c'est vraisemblablement ADL ou USAID. Et on va retrouver les traces. Parce que ce qu'il faut bien se rappeler, c'est que Elon Musk, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait ressorti les emails, les messages, ça s'appelait les Twitter Files. Et là, qu'est-ce qu'on va voir ressortir? Il va falloir s'asseoir très bien et prendre des pop-corn parce que quand les USAID Files, pas les sommes d'argent, non, les USAID Files, les réunions, les emails, toutes ces traces que les gens laissent. Tu sais, quand il y a une scène de crime, bon détective, il sait qu'il y aura forcément des traces. Même le meilleur tueur, il laisse des traces. Alors, il y a beaucoup de mauvais détectives, hein. On n'a qu'à regarder les scandales d'Enron, tous ces énormes scandales. On voit bien qu'ils ne cherchaient pas à trouver les preuves. Mm. Tu vois, FTX, tu sais, Sam Bankman-Fried, la boîte qui liait les bails. On voit que les enquêteurs, ils avaient tout sauf envie de trouver les preuves. Ouais. Le 6 janvier, ils regardaient même pas les vidéos, les mecs. Mm. Il a fallu des mois et des mois pour qu'on voit les vidéos qui montraient qu'il n'y avait pas de violence, que c'était pas du tout ce qu'on racontait. Mais à l'époque, bah, les gens, ils avaient déjà cristallisé dans leur tête qu'ils avaient observé une révolution. Et qu'on découvre qu'en fait, il y avait plein de personnes infiltrées, etc., etc., etc. Et je vais pas revenir sur les complots parce que c'est ce que je suis en train véritablement de détailler pour montrer comment, en fait, toutes ces choses-là sont instrumentalisées pour influencer les gens et, sans même avoir besoin de les convaincre, leur faire croire que quand le résultat d'une élection tombe, comme l'élection de Biden, bah, après tout, c'est possible qu'il ait été élu parce que finalement, Trump était un mec tellement mauvais. Alors qu'en fait, on va se rendre compte aussi que tout ça, ça a été truqué. Parce qu'ils ont véritablement décidé d'en finir avec le marécage. Mais dès l'élection, j'ai dit, voilà, il avait échoué la dernière fois pour attaquer le marécage, Donald Trump, parce que le marécage, ce sont aussi ses principaux alliés. Tous ces gens qui corrompent tous les hommes politiques, qui donnent des centaines de millions, etc., pour les acheter. Ben, les hommes politiques sont obligés de faire attention. Et puis tout le monde n'a pas envie de mourir comme John Fitzgerald Kennedy ou son frère. Parce que là, maintenant, quand il va libérer ça, quand il va y avoir les Twitter Files qui vont sortir, quand il va y avoir toutes ces choses qui vont sortir, les gens vont se rendre compte qu'il y a une mafia incroyable aux États-Unis et dans le monde entier. Les gens que j'appelle les Khazars, les gens que j'appelle les adorateurs du diable. Tout est là, Bertrand. Tout est là, toute la question est là. On regarde là, ce qu'il a dit cette semaine sur la bande de Gaza qui voulait transformer en Côte d'Azur. Puis on se pose la question, va-t-il être capable d'avoir une politique vraiment indépendante de tout le lobby de l'EPAC et d'Israël? Même Jacques Beau n'a pas osé répondre à la question. Mais il n'a pas le choix. Mais il n'a pas le choix et je vais essayer de vous expliquer pourquoi de façon très simple. En réalité, Trump peut faire absolument ce qu'il veut. Ça ne va pas changer la dette du passé. Ce n'est pas parce que la dette dans le futur ne va pas s'alourdir, ce n'est pas parce qu'il va trouver éventuellement des moyens d'équilibrer les budgets, etc. Mais les budgets sont trafiqués. Parce qu'en fait, c'est qu'une apparence, les États-Unis. Puisqu'en fait, le chiffre d'affaires, le produit intérieur brut, comme je l'ai expliqué maintes fois, il est fondé sur des avocats, des banquiers, des consultants à 5 000, 10 000, 15 000, 20 000 euros par jour. Cette espèce de système de surfacturation folle, d'argent qui s'évade de tous les côtés. Quand tout ça va revenir à des montants réalistes, mais en réalité, les Américains, ils vont être très très loin derrière la Chine. Ils vont pas être tellement en avance avec la Russie, face à laquelle ils ont plein de retard. Il dit, on va forer, on va forer, on va forer.
Mais pour vendre ce qu'ils ont, les Américains, il faut vendre au Mexique, mais le Mexique n'a pas besoin de pétrole ou de gaz russe, ils en ont plein. Il faut qu'ils vendent aux Canadiens. Mais les Canadiens, ils n'ont pas besoin de l'acheter, ils en ont plein. Donc, il faut qu'ils vendent à des pays qui sont très loin de chez eux. La Chine ou l'Europe. L'Europe, elle est quasiment ruinée à cause de la politique de Biden, à cause de la politique de Macron, etc. Donc, les Européens, ils ne sont pas très enclins à acheter, par ailleurs, des choses 5 fois plus chères que le prix de vente aux Américains. Et surtout, les Allemands disent, on veut recommencer à acheter aux Russes. Donc, en réalité, les Américains, leur avenir, il n'est pas si rose, entre guillemets. Et puis, Trump a décidé de se passer de l'esclavage américain. Parce qu'il y a beaucoup de restaurants, il y a beaucoup de magasins où les gens sont partis très rapidement pour ne pas tout perdre, pour ne pas être mis en prison, parce qu'ils n'avaient pas de papier. Ils sont retournés au Mexique ou ailleurs. Mais qui va les remplacer à 3 ou 4 dollars de l'heure? Qui va accepter d'être esclave? Donc, tu vas avoir une inflation aussi. Donc, toute cette politique de Trump, elle va dans le bon sens, mais tu ne peux pas changer d'un coup de baguette magique des années et des années de conneries. Il a fallu 20 ans à Poutine pour réussir à mettre la Russie dans une situation où elle est à peu près solide. Il a fallu 10 ans à Xi Jinping pour se débarrasser des mondialistes qui avaient complètement envahi à l'époque de Hu Jintao la Chine. Et entre autres, ils ont utilisé le Covid pour fermer les clés du pays et vraiment se débarrasser de tout le monde manu militari. Puisqu'en fait, le Covid a permis à la Chine de fermer ses portes et de compter ses amis et ses faux amis et ses vrais ennemis et ses faux ennemis, et c'est assaini. Mais les Américains, aujourd'hui, que Trump le veuille ou non, le pays, il est en dépôt de bilan. Ah oui. Il est en dépôt de bilan. Les États-Unis sont en dépôt de bilan. Donc, si les Américains ne réussissent pas à s'entendre avec les Russes et les Chinois, la question d'Israël n'a aucune importance. Et les Russes et les Chinois, ils ont déjà dit très clairement, Gaza est aux Palestiniens. Ils en ont marre. Ils ont accepté l'idée d'être patients à l'idée qu'enfin ils auraient un interlocuteur, Donald Trump, qui dit d'ailleurs qu'il veut très vite parler avec eux. Et quand il va parler avec eux, il va dire, écoutez les gars, vous n'avez pas les mêmes problèmes que moi chez vous. Vous n'avez pas un EPAC ultra puissant. Vous n'avez pas un ADL ultra puissant. Vous n'avez pas une CIA qui est complètement connectée avec le Mossad. Moi, j'ai déjà eu, Donald Trump, une tentative d'assassinat contre moi. Je peux compter aujourd'hui que sur un certain nombre de personnes qui sont quand même très largement corrompues par les mêmes. Le seul qui n'est pas corrompu et qui n'est pas corruptible, c'est Elon Musk, mais il a vécu en 2023 une attaque d'une telle violence qu'il a failli tout perdre. Donc, laissez-nous quelques jours pour caresser dans le sens du poil, mais sans vraiment les caresser dans le sens, le régime de Tel Aviv, les gens qui nous ont donné des centaines de millions et qui peuvent accéder à des dizaines de tueurs à gages en permanence, Ah oui. pour les coincer, pour montrer au peuple américain de qui en étaient les esclaves. Mais tant qu'on n'a pas montré ça, il faut que les personnes qui écoutent comprennent que pour que les États-Unis rentrent dans la guerre, ils ont fait, entre guillemets, ce que beaucoup de personnes considèrent comme laisser Pearl Harbor se passer. Et les Américains ont été tellement choqués par Pearl Harbor qu'ils ont dit « Ok, on rentre dans la guerre ». Et les Américains ont pu faire Hiroshima, Nagasaki, etc. Et bien là, c'est peut-être la première fois où vous allez l'entendre, c'est très très important. C'est un Pearl Harbor inversé. C'est-à-dire que ce que Musk et Trump vont montrer, c'est qu'en fait, il y a un Pearl Harbor aux États-Unis qui est commis par des personnes qui sont présentées comme les meilleurs amis des États-Unis. Et ce choc, quand les Américains vont comprendre ça, et c'est pour ça que Kanye West est de retour sur X, etc.,
ça va être tellement énorme qu'en fait, le problème sera plutôt comment ces lobbies, comment le régime de Netanyahou va faire pour continuer à exister. Et ce que Trump pense, c'est qu'en fait, les choses vont redevenir comme elles étaient depuis la nuit des temps. C'est-à-dire qu'en fait, les Juifs, les Palestiniens, ils vivaient très bien ensemble. Ils étaient tous palestiniens. Sauf qu'il y en avait qui étaient musulmans, il y en avait qui étaient chrétiens, il y en avait qui étaient juifs, mais ils étaient tous palestiniens. Sur les cartes, il y avait marqué Palestine, il n'y avait pas marqué autre chose. Ils étaient palestiniens avec des confessions différentes, ils allaient pratiquer leur religion dans les lieux de leur religion. Les musulmans, ils allaient dans les mosquées. Il y a des mosquées en Palestine. Ils allaient dans les églises. Il y a des églises en Palestine. Ils allaient dans les temples. Il y a des temples en Palestine. Et ils étaient heureux. Les enfants jouaient ensemble. Il n'y avait pas de mur. Ils avaient des perspectives. Aux États-Unis, en Russie, il y a des gens de plein de confessions. Les Tchétchènes se battent à côté des orthodoxes pour sauver l'idée de la Sainte Russie. Mais pour un Tchétchène, la Sainte Russie, ça veut rien dire. Il n'est pas orthodoxe, il n'est pas chrétien, il est musulman. Non, ce qu'il veut préserver, c'est une certaine idée d'un pays qui respecte son peuple. Et donc, le rêve de Trump, c'est le même rêve que celui des Chinois, c'est le même rêve que celui des Russes, c'est que cette région du monde s'apaise. Alors, Trump, évidemment, il est caricatural en disant on va faire plein de choses, etc. Mais, sauf que cette fois-ci, en fait, il annonce ça, d'abord parce que ça pourrait arriver, mais il l'annonce pour gagner du temps. En fait, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a créé aujourd'hui? Il a créé un front des pays arabes et des pays musulmans, on appelle l'Oumma, contre cette position. Et il a permis à nouveau à l'Arabie saoudite de clarifier sa position, qui est de dire qu'il n'y aura pas de dialogue avec l'État d'Israël, qu'il n'y aura pas toutes ces choses-là, tant que la solution à deux États n'aura pas lieu. Mais ce que pourrait presque réaliser comme tour de force Donald Trump, c'est une solution à un État qui serait contrôlé par les États-Unis. C'est-à-dire que les États-Unis diraient « Putain, vous nous faites tout chier, on va reprendre le contrôle de tout ça, et d'ailleurs, on va confisquer les armes nucléaires. » Oui. Asseyez-vous, Ah on oui? va confisquer les armes nucléaires. Moi, j'en ai marre de cette doctrine Samson qui disent « Puisque vous voulez détruire tous les gens qui vous satisferaient pas, et que nous, Américains, moi, Donald Trump, j'en ai marre de cette menace nucléaire. Et les Russes en ont marre, et les Chinois en ont marre. C'est quoi cette escalade à toutes ces choses-là? Parce qu'il est avec un mec qui s'appelle Elon Musk et qui lui dit essayons de faire une escalade pour aller vers les étoiles, essayons de faire une escalade qui permet à l'humanité de rester l'humanité avec ses spécificités, sans changer les genres. Les premières décisions qui ont marqué tout le monde, c'était d'arrêter de transformer l'humanité, d'arrêter de dire qu'en fait, on peut être non-binaire ou toutes ces choses-là. Non, on est un homme ou on est une femme. Et il y a des exceptions d'hommes qui décident d'être des femmes ou de femmes qui décident d'être des hommes. Les Américains, ça leur pose pas de problème. Ils disent juste que les enfants de 12 ans, ils ne peuvent pas faire mettre leurs parents en prison parce que il y a cette question qui est posée. Et, et ce qui est important dans tout ça, tu vois, Karl, et Oui. peut-être pour ça qu'on a de plus en plus de personnes qui viennent et qui nous écoutent quand on parle ensemble. Mais sur tous les sujets, que ce soit le Covid en 2020 et la suite du Covid en 2021,
et les avertissements de Poutine fin 2021, et le début de l'opération spéciale russe en 2022, et le 7 octobre, et sur le chemin, l'élection de Trump aussi, le 6 janvier, etc., etc. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui se sont exprimées en étant toujours, toujours, toujours dans le sens de ce que l'histoire a démontré comme exact. Pourquoi? Parce que depuis tout à l'heure, j'essaie d'être, tu vois, sur les faits, mais Oui, une des boussoles que j'utilise en permanence, c'est la foi et c'est l'eschatologie, parce que c'est ce qui permet de comprendre l'horreur de ce qui se passe. Parce qu'il y a plein de personnes qui disent, mais non, c'est trop gros. Pourquoi ils auraient envie de faire tellement de mal à l'humanité avec les hormones, avec les transitions de genre, etc., etc. Parce que ces gens-là sont diaboliques. Ils sont animés par des rouages qui remontent au tréfonds de l'histoire, d'adorateurs du diable et de gens qui veulent mettre en œuvre des choses diaboliques. Et il n'y a qu'à regarder les cérémonies qui concernent le coup présidentiel, et on peut revenir ainsi sur Candace Owens, qui oui. en a parlé. Elle a parlé, pour l'instant, uniquement des cérémonies d'ouverture et fermeture des Jeux Olympiques. Mais il est très possible qu'à un moment, elle rappelle que Macron est le premier président qui a demandé à ce que la passation de pouvoir le concernant se passe un dimanche. Or, un président, c'est un job. Il n'est pas couronné roi. Le dimanche, c'était le jour où on couronnait les rois. Les présidents de la Ve République ont tous pris leur job. Leur job, j'insiste bien. Il travaille pour nous. Il est payé, il est salarié des Français pour travailler pour les Français. Ils prennent le lundi. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça un dimanche, le jour du Seigneur? Parce qu'en fait, tout est dans le blasphème, tout est dans le positionner comme quelqu'un qui est pas du tout un président, qui est autre chose. Et il se passe en ce moment quelque chose de grave en France. On arrive à la fin des 9 ans de mandat du président du Conseil constitutionnel français qui s'appelle Laurent Fabius. Laurent Fabius qui a été un président du Conseil constitutionnel parfait pour Emmanuel Macron. Il a tout validé sur le Covid, sur les armes et l'argent donné à l'Ukraine, sur les retraites, sur tous les points, sur l'IVG. Imagine l'IVG dans la Constitution. Non, mais quel pays considère qu'il a besoin de mettre dans la Constitution le droit de tuer? Non, mais il aurait pu, Laurent Fabius, dire bah, on va voter deux choses. Alors, OK, l'IVG, mais on peut aussi voter dans la Constitution les Français ont le droit d'être heureux. C'est quand même plus important que l'interruption volontaire de grossesse. Marqué dans la Constitution, ça, pourquoi ça intéresse personne? Pourquoi il ne faut mettre que des choses négatives dans la Constitution? Oui. La Constitution américaine, c'est des choses positives. Liberté de parole, liberté d'avoir une arme pour renverser celui qui voudrait vous empêcher d'avoir la parole. Et nous, en France, on a une constitution et une loi qui nous réduit sans cesse de ça. Interdiction, avec les lois Guesso, d'interroger sur tout un pan de l'histoire. Je trouve que c'est très intéressant. Mais dans quel monde on interdit aux historiens d'essayer de faire un travail? Franchement. Oui. C'est une des caractéristiques qu'on reconnaît aux Français, leur capacité de s'indigner. Puis Oui. aujourd'hui, on regarde ça, l'image de la France en prend pour son rhume dans toutes ces capsules-là de Candace Owens qui rend ça mondial, ce scandale-là. Donc, en quoi ça peut avoir un effet en France, un électrochoc, d'être capable maintenant de se réindigner face à des sujets comme ça? Mais C'est peut-être le point positif de tout ça, non? oui, mais Karl, regarde, Oui. toi, tu t'empares du sujet.
Oui, Tu considères que c'est un sujet important. bien En sûr. France, moi, je regarde pas, par exemple, une chaîne qui s'appelle Tocsin, mais ce matin, je prenais un petit déjeuner avec un copain, puis on évoquait et il me disait: «Putain, je suis dégoûté, je regarderai plus jamais cette chaîne». Ils ont interrogé pendant 1 heure un avocat qui n'a fait que détruire Candace Owens. C'est ça que fait la fausse résistance en France. C'est-à-dire que, évidemment, moi, je suis pour que tout le monde parle. Cet avocat comme n'importe qui. Mais moi, j'ai pas envie, tu sais, parfois je te dis: «Enlève telle personne du caviardage». Oui, Parfois, je bloque des gens pour plus qu'ils puissent écrire derrière moi, dans mes posts. Pourquoi je fais ça? Parce que, par exemple, quand tu as une vidéo qui fait 30 000 vues, tu as peut-être 15 000 personnes qui lisent les commentaires et donc tu vas peut-être en avoir 5 ou 10 000 qui vont lire des injures. Alors que les gens qui font des injures, si tu les interdis d'être dans ton sillage, leur vulgarité, leurs mensonges, leurs trucs, ça va être vu par leurs 3, 4 copains. Quel besoin tu as de valoriser leur diffamation? Parce qu'il en restera quelque chose. Donc tu peux, moi je suis pour qu'ils parlent comme ils veulent, mais avec leurs amis, avec leur curiosité. Je ne suis pas quelqu'un qui est à leur donner de la lumière. Je ne veux pas être quelqu'un qui donne accès à des gens où j'essaie d'avoir des personnes avec qui il peut y avoir un débat constructif, intelligent, etc. Parce que toi, tu pourrais me dire, bah Bertrand, je suis désolé, je comprends rien à ce que tu dis. Ou on regarde parfois les commentaires, les gens posent des questions. Et puis moi, j'essaierai de te répondre, te dire, bah, je suis désolé, je vais essayer d'être plus clair. Tu vois, il y a des gens qui disent, oh, c'est compliqué. Mais en réalité, c'est bien de poser des questions intéressantes. Et il faut poser des questions intéressantes. Mais il faut les poser dans les deux sens, pas uniquement à sens unique si on le fait. Et parfois, ça donne l'impression de vouloir laver plus blanc que blanc. Parce que dans ces médias, il y a des gens qui sont connus pour dire on ne touchera pas à cette affaire. Et si on y touche, ce sera pour montrer que c'est de la connerie. Un grand parrain tutélaire de cette chaîne. Donc, je reproche pas, chacun fait ce qu'il veut. Je dis juste que nous, on se bat pour expliquer que ce président, ce coup présidentiel fait beaucoup de mal à la France. ah oui, Et donc, quand il y a un sujet qui est étayé, personne n'a réussi à démontrer à Xavier Poussard que ce qu'il disait était faux. Personne. Il n'est même pas attaqué. Personne ne lui a dit ce que vous dites n'est pas vrai. Personne. Quel que soit l'article qu'il a produit, quelles que soient les pièces qu'il a montrées, quels que soient les documents. Alors, il n'ose pas aller dans l'interprétation de tout ça. En tout cas, pas publiquement. Mais il pose des questions. Il est passé dans beaucoup de vidéos. Il a été interviewé. Personne. Donc pourquoi les médias ne se contentent pas de dire ça pour que petit à petit, ça passe de 1 million de personnes qui savent que c'est sérieux. En introduction de cette vidéo, je rappelais quand même l'essentiel de la dernière vidéo de Candace Owens qui montre que la plainte pour diffamation qui a été gagnée n'avait rien à voir avec le fond de l'affaire. C'est quand même essentiel de savoir que la personne a été condamnée pour diffamation pour un oui, sujet qui n'a rien à voir avec le dossier. Mais personne ne le sait, parce que personne ne le dit. Pourquoi est-ce que l'avocat pose des bonnes questions sur des sujets qui n'ont aucune importance, au lieu d'uniquement rappeler l'évidence qu'il y a des gens qui ont été accusés de diffamation pour quelque chose qui n'a rien à voir avec le fond. Moi-même, je suis accusé pour harcèlement, oui, mais personne ne m'accuse de mentir. Personne ne m'accuse de quoi que ce soit. Et en plus, c'est un sujet qui ne m'intéressait pas et qui ne m'intéresse toujours pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les mensonges et les conséquences des mensonges sur la vie des Français. Ce qui m'intéresse, c'est la perversion et les conséquences de la perversion. Ce qui m'intéresse, c'est la différence d'âge. C'est des choses qui sont factuelles. Ce qui m'intéresse, c'est les conséquences dans l'éducation des enfants. Ce qui m'intéresse,
c'est toutes ces choses-là. Ce qui m'intéresse, c'est l'image de la France, c'est les cérémonies d'ouverture des Jeux Olympiques, c'est le portrait Non, officiel, c'est la parce que, bête de... Ça m'intéresse. ben oui, Après, les secrets, évidemment, je suis curieux. Quand quelqu'un montre 1000 secrets et les dévoile, et que tout ça montre le dévoiement, les mensonges, la corruption, etc., et l'entre-soi. Enfin, dans l'épisode 2, c'était considérable de mettre en avant François Fillon et, entre les lignes, de montrer comment François Fillon est peut-être tombé également pour des affaires de pédopornographie qui concernaient des gens qui peut-être l'ont trahi pour ça, alors que lui-même n'était pas du tout concerné par les affaires. Il avait juste naïvement laissé sa femme travailler et bizarrement, la personne qui faisait travailler a dit non, non, mais c'est vrai, je plaide coupable, elle ne travaillait pas. C'était très mal ce qui s'est passé. Et on découvre quelques années après que le fils de la personne avait des procès. Puis finalement, il est tombé, alors que ces procès démarraient depuis 2008, depuis longtemps, et qu'il est tombé parce que la femme du fils, mère de 2 enfants du fils, l'a dénoncé et qu'ils ont trouvé des milliers d'images pédopornographiques. Et tout ça, c'est très factuel. Donc, quand Candace Owens le dit, c'est triste, ça fait de la peine, mais c'est la vérité. Moi, j'ai de la peine pour cette famille. Vraiment, j'ai de la peine. Mais est-ce que quand on a toutes ces choses-là qui se passent, pour des personnages publics, pour des personnages infiniment puissants, milliardaires, on doit se taire? Quand Candace Owens explique les liens très forts entre certaines familles, entre certains producteurs de spectacles, ben oui. et des histoires qui vont vers le proxénétisme, vers la pédopornographie, vers le blasphème, vers toutes ces choses-là. Eh bien, évidemment, quand on est comme moi et qu'on s'intéresse aux adorateurs du diable, à l'eschatologie, on est au cœur du sujet. On se dit merde. Et s'il avait raison, Bertrand, si ces gens-là faisaient partie de groupes, de communautés qui n'ont pas de respect pour la vie humaine, qui n'ont pas de respect pour les enfants, pour la vie des enfants, pour l'éducation des enfants, pour la santé des enfants, l'injection des enfants avec 10 ou 15 vaccins ARN messager alors que ça n'a pas du tout marché, ni pendant le Covid, ni sur les canards, ni sur les poulets, ni sur personne. Et moins ça marche, plus ils nous injectent avec, dès le plus jeune âge. Non mais, dans quel pays on vit où ça peut se passer? Et tu disais, indignez-vous. Mais la dernière fois que les gens se sont indignés, c'est parce que l'essence avait pris 30 centimes. Mais tu vois, les gens s'indigner parce que on va obligatoirement vacciner leurs enfants avec de l'ARN messager. Non mais, sur moi, Karl, on nage dans de la folie. Bon, oui, puis on dirait qu'ils se sont rendus qu'ils se parlent entre eux autres. Puis moi, ça fait longtemps que je le dis, il faut les sortir du cabanon parce qu'on les laisse jouer avec une canisse à gaz et des allumettes, puis ça risque de mal finir. On voit très bien, avec tout ce que Donald Trump brasse actuellement, et le dossier Candace Owen en France se rajoute, on voit jusqu'à quel point notre gouvernance est malade. Mais oui, mais malade. Karl, malade. Et donc, si tu veux, il y a une légende, c'est la légende d'Hercule. Tu vois, les travaux d'Hercule, les 12 travaux d'Hercule. Mais même si tu enlèves les 12 travaux d'Hercule, tu te contentes de prendre les 7 péchés capitaux. Oui.
Tu vois, c'est pas les écuries d'Augias, c'est pas courir plus vite, machin, etc. Tu te prends juste les 7 péchés capitaux. Le travail de Donald Trump avec son équipe, c'est d'enlever comme religion absolue les péchés capitaux. La convoitise, la gourmandise. Regarde l'état physique des Américains, l'obésité qui est la norme. Enfin, tu tueras pas ton prochain, mais tu as vu toutes les guerres que les Américains ont faites. Le nombre de millions de personnes qui sont mortes depuis la Deuxième Guerre mondiale sous les balles des Américains. Ce pays qui est né, c'était la nouvelle Sion, les Américains, au moment de la conquête de l'Ouest. La nouvelle Sion. Ça rentre là, ça monte au cerveau. J'ai écrit une lettre là-dessus. La nouvelle Sion. Combien d'Indiens ont été tués? C'était pas un pourcentage des Indiens. C'était un génocide quasiment tout. Qu'ont fait les bolcheviks quand ils ont fait la révolution? Ils sont allés au fin fond de la Sibérie pour tuer les chamans. Donc, ceux qui sont arrivés en Amérique du Nord, ils ont tué les Indiens. Ceux qui ont pris le pouvoir en Russie, qui est devenue l'Union soviétique, ils ont tué les chamans. Les conquistadors, ils ont tué les Mayas et les gens comme ça. Qu'est-ce qu'on a qu'ont ces gens-là qui arrivent d'Europe, qui arrivent de Khazarie, qui finalement arrivent de Babylone, à vouloir tuer toutes les personnes qui aiment autre chose que le diable, toutes les personnes qui ne veulent pas tuer un animal pour autre chose que le fait qu'ils en ont besoin, toutes ces personnes qui respectent les abeilles, qui respectent les saisons, toutes ces personnes qui respectent véritablement les choses importantes. Pourquoi est-ce qu'on est entre les mains de gens qui nous déconnectent de la foi, qui nous déconnectent de Dieu? Pourquoi? C'est ça la vraie question. Et avec cette affaire, on est au cœur de cette question. On n'est pas à la marge de cette question, on est au cœur de cette question. Parce que pour qu'une telle affaire existe, il faut que depuis très longtemps, des gens tirent les ficelles. Et on revient à cette date MKUltra, le lancement du projet MKUltra, en avril 1953. Comment se fait-il que la date de validation du projet MKUltra au Congrès américain soit la date de naissance de Brigitte Macron? Qui peut m'expliquer ça? Qui peut m'expliquer une telle coïncidence extraordinaire? Qui peut m'expliquer une coïncidence si extraordinaire que la première opération de transition, eh bien, la personne qui est citée dans le projet de loi en France, c'est la mère d'Emmanuel Macron. Oui, c'est ce qu'on apprend. Et c'est... Mais qui peut m'expliquer ça? Comment est-ce qu'on peut avoir autant d'indices, autant de coïncidences complètement folles, que même les frères et sœurs et les machins, etc. Enfin, il y a des photos, mais qui sont plus que troublantes. Et c'est là que, moi, quand j'ai écouté le premier épisode, puis je te l'ai dit à la première émission, c'est là que j'ai tout compris. Tu vas pouvoir virer. Fais un peu de ménage hein, dans le. On a de plus en plus de trolls qui arrivent dans le caviardage. Oui, ben, je vais aller faire le ménage après pendant que tu vas répondre à ma question. Puis ensuite, on va parler, on va clore ce sujet-là pour passer ensuite à une lettre de ton Substack qu'on va commenter avec un de mes collaborateurs, Gary Lalancette. Puis ça va en même temps faire connaître ton Substack. Moi, ça m'a fait oublier la question que je voulais te poser concernant
Excuse-moi, j'ai un petit blanc. Ah, voyons, ça va me revenir. Ah oui, concernant, c'est ça, la, la mère de Macron, il y a beaucoup de questions à poser là-dedans parce que Brigitte Macron, j'ai l'impression qu'elle l'a consultée, puis pas juste une fois, elle semble Oui. être très proche de Brigitte Macron, mais il y a beaucoup d'éléments, Bertrand, qui manquent, qui seraient très faciles à éclaircir, mais qu'on refuse du côté de Brigitte Macron, ce qui soulève encore une fois tous les doutes et qui nous garde suspendus aux lèvres de Candace Owen des prochaines capsules. Puis c'est ça aussi qu'on réalise, c'est qu'en France, autant qu'aux États-Unis que dans le monde occidental, j'ai l'impression qu'on est en train de rentrer dans une période de grande révélation que les gens ne sont pas encore prêts à accueillir, malgré toutes les preuves. Ouais, mais pourquoi? Parce qu'on est conditionné à ça. Il faut que tu imagines que, en fait, le message, c'est que elle est accusée d'être transphobe, Candace Owens, Ouais, ou diffamant, ou harcelant. Donc, comme les gens sont extrêmement lâches, et c'est pas un défaut d'être lâche, hein, c'est une forme de prudence, hein, mais ils se disent, attends, moi j'ai pas du tout envie d'être accusé de transphobie. En fait, tu vois, ça fait des années que les gens qui sont accusés de ça, il y a des leviers de boucliers, il y a des leviers, il y a des lobbies hyper puissants qui les attaquent, hyper puissants. Et sur tous ces sujets-là. Donc les gens ont peur. Qui a envie de se dire, je vais faire un tweet et dans 2 mois, quelqu'un va venir toquer à ma porte à 6 heures du matin et ce ne sera pas pour m'apporter des croissants. Les gens sont terrifiés. C'est-à-dire que tout le système judiciaire et les lois sont faites pour que les gens s'auto-censurent. Et donc, ils veulent bien se battre pour l'essence, mais ils ne veulent plus se battre sur aucun sujet. Pendant le Covid, même les médecins, même les grands professeurs, ils se faisaient détruire par des gens qui n'avaient aucune compétence sur les plateaux télé et qui les traitaient de farfelus, de n'importe quoi, etc. Le monde est inversé. Tu as des gens qui étaient lauréats de la faculté de médecine qui n'ont plus le droit de pratiquer parce qu'ils ont dit ce qui s'avère être la vérité 2 ans après. Mais personne ne s'excuse auprès d'eux. L'ordre des médecins ne va pas les voir en leur disant « Mais attendez, désolé, on va vous donner des millions d'indemnités, on s'est trompé, on avait tous tort, revenez ». C'est l'inverse. Ils continuent à être bafoués. Pourquoi? Parce que c'est ainsi fait. Si quelqu'un a commis un meurtre et qu'un jour on trouve qu'il a que c'était pas lui le coupable, il va être indemnisé, il va sortir de prison. Mais pour les sujets comme cela, ce qui compte, c'est pas que tu aies raison ou pas. Ce qui compte, c'est la loi au moment où tu as fait la chose. Et donc, si la loi à ce moment-là disait que ce que tu faisais était illégal, peu importe ce qu'elle devient des années après, parce que ce qui compte, c'est un peu comme un militaire qui a été déserteur, eh ben, on s'en fout qu'il ait raison plus tard. À cette époque-là, il devait obéir aux ordres. Eh bien, tous les gens qui sont à l'intérieur d'ordre, à l'intérieur de choses comme ça, on s'en fout qu'ils aient raison après. Ce qui compte, c'est qu'ils ont désobéi à un moment T. Et on vit dans une société qui est comme ça. Et c'est terrible, parce qu'en fait, dans une société normale, tout le monde devrait avoir une forme de modestie. Alors c'est vrai que les gens disent ah mais c'était une épidémie, il y aurait pu avoir des millions ou des milliards de morts, et à cause de gens qui ont créé le doute, on aurait pu ne pas sauver l'humanité. Mais en réalité, ces gens-là, on le sait maintenant, ils savaient que ça venait d'un laboratoire. On a tous les documents. Donc c'est pire que le crime des crimes. Ils le savaient. On sait avec les emails de Fauci, on sait avec toutes ces choses-là. C'est pour ça, c'est très sous-estimé. Le pardon de Biden envers Fauci, à partir de 2014, montre que non seulement il savait qu'en 2020,
il a menti à tout le monde. Qu'en 2020, il a fait des opérations complètement illégales pour faire censurer des gens, pour faire censurer des versions. Mais qu'en réalité, depuis 2014, il a des liens qui ont été démontrés par les Russes. Tu sais, ce fameux général russe qui a été victime d'un attentat terroriste devant chez lui, le général Kirillov, qui était celui qui enquêtait sur les biolabs, et qu'est-ce qu'il a démontré? Il a démontré factuellement des liens entre Fauci, entre la CIA, entre le Pentagone et USAID, le fameux USAID, qui injectait des millions dans le financement de ces biolabs en Ukraine, mais également en Chine, pour faire ce qui s'appelle du gain on function. Et ça ne s'arrête pas là, Karl. La France aussi est impliquée là-dedans. Le laboratoire de Wuhan, où maintenant le FBI dit ça vient sans doute de là-bas. Il a été ouvert par qui? Des gens de l'Institut Pasteur, de l'INSTERM et des ministres français. Qu'est-ce qu'on faisait dans cette galère? Qu'est-ce qu'on faisait dans cette galère? Pourquoi on était là? Pourquoi nos empreintes digitales sont là? Et jusqu'à quelle profondeur va aller ce complot? Pourquoi est-ce que dans la loi française, Karl, on a interdit un certain nombre de médicaments quelques semaines ou quelques mois avant le début officiel de l'épidémie de Covid? Pourquoi est-ce qu'on a changé la définition du mot vaccin dans le dictionnaire? Parce qu'évidemment, un vaccin, c'est quelque chose de très particulier. C'est un virus modifié, affaibli, pour apprendre à le corps à se défendre. Alors que l'ARN messager, c'est une reprogrammation du corps humain. C'est pas moi qui le dis. C'est les inventeurs de cette technologie disent, avec ces injections, on peut reprogrammer le corps humain. Karl, tout ça, c'est énorme. Mais il y a très peu de personnes qui en parlent. Pourquoi? Parce que quand tu regardes, tu as des gens qui n'osent parler que du Covid. Et donc, les personnes sont devenues des ayatollahs du Covid, pour ou contre. Tu as des personnes qui ne parlent que du front russe. Tu as des personnes qui ne parlent que de la politique française. Tu as des personnes qui ne parlent que de la politique américaine. Tu as des personnes qui ne parlent que du Proche-Orient. Tu as des personnes qui ne parlent que de la Chine. Tu as des personnes qui ne parlent que de l'Afrique. Tu as des personnes qui ne parlent que du wokisme. Tu as des personnes qui... Mais tu en as très peu qui ont une connaissance suffisamment fine de tous les sujets pour montrer que tout ça, c'est lié. Mais ce n'est pas lié simplement à notre époque. C'est lié depuis très, très longtemps dans le cadre d'une volonté qui est structurée, qui est voulue, qui est instrumentalisée et qui prend sa naissance avec les questions de l'usure, avec les colonies, avec le nouveau Sion aux États-Unis, qui a été fait sur mesure pour un certain nombre de personnes. Et ça s'est traduit par tout ce qu'on sait. Et si tu veux, l'histoire, je comprends pourquoi un certain nombre de personnes interdisent d'étudier l'histoire. Parce que l'histoire, c'est formidable. Et moi, là, je vais travailler sur des projets dans ce domaine pour véritablement moi-même me muscler sur ces questions. Pas pour faire dans le conspirationnisme ou dans tous ces mots en isme ou en iste. Ça ne m'intéresse pas. Pour le faire de façon sérieuse, calme, posée. Vous êtes très nombreux à me dire régulièrement merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Merci pour ton courage, merci pour l'éclairage que tu donnes, merci pour la détermination. Et vraiment, je vous remercie pour vos remerciements. Mais c'est vrai que c'est très utile si certains d'entre vous, ceux qui en ont les moyens, peuvent s'abonner à mon Substack
peuvent découvrir le miel, me demander de leur faire découvrir du bon miel, peuvent me rencontrer, peuvent me proposer des conférences. Et aussi, il y a un problème qui va devenir de plus en plus important, de plus en plus pressant, c'est cette cagnotte pour le procès qui arrive en octobre. Ça va vite venir, mais c'est énormément de travail. C'est pas du tout quelque chose où il faut aller avec la fleur au fusil. Et donc c'est des dossiers très complexes et qui vont devenir, à mon avis, au fur et à mesure, on approchera de la taille de plus en plus complexe. Donc je vous remercie de m'aider parce que d'une certaine manière, vous pouvez considérer que voilà, je suis la personne qui a été visée par le pouvoir. Pas du tout pour mon implication sur ce sujet, puisque vous savez que c'était pas un sujet, et ça n'est toujours pas un sujet important pour moi. Ce qui est important pour moi, c'est de comprendre, entre guillemets, ce qui se passe. Et évidemment, ce sujet en fait partie, comme chacun va s'en rendre compte de plus en plus souvent au fil du temps, au fil des mois. Évidemment, si vous m'aidez en prenant un abonnement Substack, en prenant un abonnement Miel, d'une certaine manière, vous m'aidez globalement. J'insiste parce que l'année commence et c'est difficile pour tout le monde. Et parfois, je me rends compte, peut-être je suis maladroit dans ma manière de demander, peut-être que je demande trop, peut-être que je demande pas assez, peut-être que j'explique pas suffisamment. Mais voilà, donc sur Substack, tout est relativement facile. J'ai aussi un compte PayPal qui est newsletter @55lecampanile.com. Tout ça est dans la description de la vidéo. Voilà, j'espère que vous serez de plus en plus nombreux à décider de m'accompagner. La cagnotte, elle est sur Litchi. C'est une cagnotte qui a été organisée par l'avocat qui assure ma défense et qui est par ailleurs aidé par toute une équipe en fait pour faire ce travail. Voilà, je vous en dirai plus au fur et à mesure. Évidemment, tout est transparent. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Et je vous dis à très bientôt. Profitez bien de cette vidéo. Puis, merci de votre attention. Pour attention. terminer l'émission, je vais nous mettre avec nous Gary Lalancette, conférencier qui s'est penché sur la programmation des masses. Gary Lalancette, bonjour. Bonjour, M. Carl, ça va bien? Oui, ça va bien. Bonjour, Bertrand, en forme? Bonjour Gary. Oui. Gary, avant l'émission, on se connaît bien, nous deux. On est deux grands amis. Les gens qui nous suivent depuis un bout le savent. Et je voulais te faire venir aujourd'hui pour nous parler et échanger avec Bertrand sur son texte qu'il a fait publier dans son Substack que je trouvais intéressant. Puis j'ai dit, je pense que tu vas donner une bonne réplique à Bertrand et approfondir le sujet. Tant que nous ne libérons pas notre esprit de ce conditionnement, nous resterons des esclaves consentants de ceux qui nous dirigent vraiment. Et je vais juste lire le petit paragraphe d'entrée. Il existe une opposition contrôlée, incarnée par de faux dissidents. Ces figures médiatiques prétendent dénoncer le système, mais elles le font dans les limites acceptables, évitant soigneusement, 3 petits points, tu as lu le texte, Gary, vas-y, on t'écoute. Bien, c'est difficile de ne pas être d'accord avec l'affirmation, hein, dans un premier point. Mais tu sais, pendant que je le lisais, j'essayais d'être en observation par rapport à qu'est-ce que je ressens, comment ça vibre à l'intérieur de moi. Puis qu'est-ce que ça m'amène comme réflexion? Le conditionnement, ben, on est tous purement et simplement juste du conditionnement. Tu sais, ça commence à la maison, nos parents, comment ils nous élèvent. Puis c'est drôle parce qu'on a une visite chez moi, on héberge le père de ma conjointe qui a eu un accident cardio-cérébral et il n'a plus aucune mémoire. Il peut me demander 8 fois consécutives, là. Aujourd'hui, on est quel jour? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Et, mais en même temps, il a une qualité de présence incroyable parce qu'il n'est plus dans le passé puis il n'est plus dans le futur. Fait que lui, sa réalité, c'est le moment présent. Et on se disait, moi et ma conjointe, c'est fou, hein? On fait des ateliers, on travaille, on a vraiment travaillé notre spiritualité, etc.
pour arriver à cet état-là que lui a eu malheureusement par un accident. Mais son bonheur est très, très simple. Hein. Le conditionnement peut nous amener dans des choses très positives, comme il peut m'amener dans des choses très négatives. C'est neutre, le conditionnement. Mais je ne suis que pur conditionnement en fonction de mon éducation, mon vécu, mon passé émotionnel, etc. Où ça devient plus difficile, puis c'est ce que je comprends de ton texte, c'est quand c'est organisé et volontairement pour m'amener dans un consentement qui est à l'encontre de mes propres besoins, mon propre bien-être. Tu sais, je dis toujours à mes étudiants à la blague, si je vous avais eu assez jeune, j'aurais pu vous faire manger du caca et vous auriez trouvé ça excellent. J'aurais juste eu à jouer avec les empreintes émotionnelles. Hein? Et on sait que la mémoire émotionnelle est associative, donc faire les bonnes associations et ça serait fait très facilement. On sait exactement comment faire. C'est pas nouveau là, ce que je dis là. On le sait depuis 1929 comment faire. Et les gouvernements, ben, des fois, s'en sont servis pour un bien-être collectif, puis des fois, s'en ont servi pour un mal-être collectif. Et ce que j'aime de ton texte, Bertrand, c'est que tu soulèves qu'actuellement, il y a des champs de force qui travaillent pour nous amener dans des choses qui sont à l'encontre de notre bien-être collectif et même bien-être individuel. Moi, c'est ça que je trouve intéressant. C'est comment je fais, puis c'est beaucoup ça mes travaux en ce moment, c'est comment je fais dans ce tourbillon-là, hein, on est comme dans des machines à boules, là, je ne sais pas si tu te rappelles quand on était jeune, là, on est comme dans des machines à boules de force, de différents conditionnements, mais qui nous amènent vers des choses qui sont difficiles à gérer. Puis même quand on veut faire le bien, on finit des fois par bousculer les gens, puis ça fait du mal. Hein, si on pense quand on les met dans des troubles quand on les met en opposition par rapport à leurs croyances, par rapport à ce qui se passe. Je lisais ce matin un article d'une députée d'un parti politique qui se prévaut d'être le parti du respect, de l'inclusion, mais dans la même phrase, elle a dit 3 insultes au président américain. Mais ça, c'est correct. T'sais, mais quand tu mets les gens face à ces incohérences-là, les gens, ils deviennent agressifs. Puis là, je ne sais pas combien, probablement la plupart de tes auditeurs, Carl, se sont fait crier, insulter, puis il y a eu des chicanes, soit avec leurs amis ou avec leur famille, parce que de façon positive ou négative, ils voulaient juste soulever ces incohérences-là. Mais on arrive à un moment où le conditionnement est tellement fort que juste soulever une contradiction ou juste soulever un petit côté du tapis, là, c'est déjà trop. Et les gens embarquent dans des réactions émotives incroyables. Hein? Et j'ai beaucoup aimé ton texte parce que ça soulevait cet aspect-là. Et je ne peux être que d'accord avec toi. Chaque fois que quelqu'un se libère de son conditionnement, qui l'amène vers des choses négatives, il retrouve de l'énergie, il reprend de la force, il reprend de la santé. Hein? Moi, ce que je voulais, Gary, quand tu as commencé à en parler, j'ai cru que tu allais aller dans cette direction parce que, merci pour ton compliment, mais quand j'essaie de faire un texte, justement, j'essaie de le rédiger un peu comme une musique. Mm-hmm. C'est-à-dire que j'aime bien imaginer que la personne va le lire et ça peut être long, mais en réalité, c'est très agréable à lire. Parce qu'en fait, à chaque fois que je fais un texte, j'essaie de faire le meilleur texte que j'aimerais lire sur le sujet sur lequel j'écris. Et après, je suis quelqu'un qui radote. Donc, parfois, je refais des textes qui reprennent les mêmes thèmes. Parce que quand j'aime bien la pédagogie par la répétition, en fait. Ouais. Moi, je pense qu'on apprend des choses compliquées quand on les répète plein de fois. Ouais. Et c'est un peu le travail que fait Candace Owens avec ses émissions, c'est un peu le travail des bons profs. Et en fait, qu'est-ce que tu as ressenti, justement? Parce que les gens, face à un long texte, parfois, ils ne se lancent pas dans le texte. Mais toi, tu l'as fait. Ouais. Est-ce que c'était dur à lire? Est-ce que c'était agréable? Tu sais, il faut comprendre que est-ce qu'on t'a déjà dit c'est quoi la définition mathématique des Québécois? Non. OK. On est
Q égale moins F plus B fois A au carré. On est beaucoup moins français qu'on pense. On est beaucoup plus britannique qu'on pense, mais on est surtout très, très, très nord-américain. Et quand on regarde les Nord-Américains, c'est la rapidité. Fait que ton texte qui est comme une musique, pour certains, pourrait devenir, en tout cas pour plusieurs Québécois maintenant, on lit pas beaucoup en passant au Québec. Là, on lit très, très peu. La moyenne des Québécois, c'est pas un livre par année. Donc, moi, je suis capable de le lire, là, mais il y a une question de... Pour moi, c'est long. T'sais. Mais c'est sûr, c'est mon sujet. Fait que, je vois rapidement, puis, mais pour moi, c'est un peu long. Si je me permets une critique, là, mais c'est pas grave en même temps, parce que les choses intelligentes prennent du temps à expliquer. Fait que c'est la seule critique que je me permettrais à ton égard, Bertrand. La longueur, un peu pour moi, mais c'est surtout... c'est très personnel, là. C'est pas grave. Ça n'enlève rien de la qualité. Alors que les personnes qui écoutent, hein, en plus, il y a une version lue qui est possible d'écouter. Donc, ah ouais? Je ferai le tour. Mais quand tu parles du conditionnement des médias, c'est vraiment une machine à propagande incroyable. Ce n'est que ça. Que ça. Puis ce qui est intéressant en ce moment, c'est de voir les juxtapositions d'images. On va te parler d'un drame qui va avoir dans un côté d'écran, puis à côté, on va mettre la personne qu'on ne veut pas, qu'on n'aime pas, mais il est associé au drame. Il y a une équation mentale qui se fait. Et le texte en bas, tout est organisé, à tort ou à raison, là, pour que tranquillement, le one drop là, de l'idée que le germe du conditionnement se fait. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on va pouvoir réussir à survivre à ça, psychologiquement. Parce que... C'est un choc énorme qui arrive. Les statistiques sur la santé mentale sont atroces. Les statistiques sur le bonheur sont atroces. Puis je ne veux pas rentrer dans un débat de chiffres, mais c'est épeurant. Et quand tu regardes, tantôt tu parlais, tu faisais référence à la santé, sur des indicateurs comme le taux d'obésité, etc. Ça va tout ensemble pour moi, c'est tout lié, ça. C'est tout lié, là. Et on fait, on a un martelage à jour après jour après jour après jour. Mais la question que je me pose, c'est comment on finit par s'en sortir? Et moi, c'est là mon travail. Qu'est-ce qu'on fait pour s'en sortir? Et la principale chose, je suis curieux de t'entendre là-dessus, là, c'est un long préambule, mais c'est là-dessus, après ça, je te passe la rondelle. La chose qui est le plus difficile pour la machine, c'est quand les gens sont heureux. C'est de cultiver notre bonheur. C'est le plus grand antidote à tout ce qu'ils peuvent faire. Moi, ils peuvent m'enlever ma voiture, ils peuvent m'enlever mon argent, ils peuvent m'enlever bien des affaires, là. Mais l'amour que j'ai avec mes enfants, ma conjointe, le bonheur intrinsèque que j'ai à l'intérieur de moi, plus je le cultive, ça, moi, ils peuvent m'atteindre. Mais c'est drôle parce qu'au fur et à mesure où tu disais ça, moi, c'est parmi les images qui m'ont le plus marqué depuis 1 an et demi. C'est les images des personnes à Gaza et ces enfants qui, malgré les bombes, malgré les nuits blanches, malgré l'eau de mauvaise qualité, pas de dentiste, vous imaginez dans quel monde les gens aujourd'hui, tu vois, pas de brosse à dents, pas de dentifrice, enfin, tout ça, ils ont rien eu. Et en fait, ils sont heureux. C'est fou, hein? Ils sont heureux. Exactement ce que tu viens de dire. C'est que tout leur est enlevé, mais ça reste. Et ils sont beaux. Et d'ailleurs, ça doit être dur d'avoir des gens qu'on fait souffrir autant et qui sont aussi beaux. Tu sais, c'est un paradoxe, hein? Ouais. C'est ceux qui instrumentalisent ça pour essayer de leur donner l'image d'animaux. Parce que je te rappelle,
les discours le 7 octobre. De l'autre côté de ce mur, c'est des animaux, c'est des gens horribles. Et Ouais. toutes les images qu'on voit, Ouais. c'est des gens qui sont beaux, qui sourient, qui ont pas du tout envie de faire la guerre, qui ont envie de dormir, qui ont envie d'être médecins, qui ont perdu une jambe et qui ont envie quand même qu'on leur donne une prothèse pour pouvoir jouer au foot. Mm. Parce qu'avant la guerre, ils jouaient au foot avec leurs copains et ils veulent pouvoir recommencer après la guerre. Moi, j'ai vu cette interview d'un petit garçon qui a perdu une jambe et un bras et son visage est magnifique. J'ai reposté 10 fois sa vidéo sur plusieurs semaines pour dire n'oubliez pas ce visage, regardez, vous vous plaignez, mais fermez vos gueules. C'est ça, c'est la douleur, exactement ce que tu viens de dire. Et notre caractéristique d'être humain, c'est de cultiver l'amour, de Ouais. cultiver le bonheur, la foi. Parce que ces gens, ils supportent tout ça. Pourquoi? Ils ont la foi. Oui. Ce qui est intéressant de voir en ce moment, c'est que la lumière, parce qu'il y a un éveil de conscience, tu sais, on est quand même rendu près de, je voyais des statistiques, là, près de 2 milliards de personnes qui méditent, qui cultivent leur monde intérieur à différents degrés. Fait qu'il y a quand même un niveau de conscience qui monte. Mais en même temps, je pense que l'atrocité monte au même niveau. Hein, il y a comme un équilibre qui se tient en ce moment-là. Le prochain step à faire, je pense que tu l'as bien cerné, c'est l'éveil des consciences, hein, c'est de sortir de cette matrice-là, au moins de savoir à quel moment ça, c'est du conditionnement. Puis je m'excuse, là, mes chiens, les entendez-vous? Non, on Non, entend ça pas. va. Non, OK, je m'excuse. T'as un super micro. Oui, merci. Moi, je Oui, vais l'installer. Ils m'ont fait perdre mon idée. Sortir de la matrice. Comment? Sortir de la matrice, tu étais Ouais, là. comment sortir de la matrice? Si tu prends quelqu'un puis tu le sors complètement de la matrice en un coup, les gens virent schizophrènes. C'est trop gros, c'est trop fort. Exactement, je suis Donc, d'accord. je pense qu'en ce moment, les révélations se font à un rythme que les gens sont capables d'accueillir. Et il y a comme une logique en arrière, on pourrait dire divine. Moi, je vais le dire comme ça. Tu sais, de voir que ton président à toi, ben pas le tien, là, mais mettons, Macron a peut-être des orientations sexuelles ou que peut-être des prêtres non, etc. Pour moi, ça peut évoquer différentes choses, mais c'est moins touchant que si c'était quelqu'un à côté de chez moi. Tu me suis? Oui, C'est quand même intéressant que ça se dise aux États-Unis, mais il y a une équation qui se fait. Si ça se fait en France, est-ce que ça peut se faire aux États-Unis? Je vois très bien ce que tu veux dire. Là, tu comprends? Fait qu'il y a comme une logique qui est plus grande que toi puis moi dans tout ça. Et moi, j'essaie de faire... Vous avez les mêmes questions au Canada en plus. Ah ben oui. Oui, mais en le voyant, Candice Owen qui parle d'en France, ça fait que je me dis, au Canada, est-ce que ça peut être vrai aussi? Et tranquillement, je pense que quand il y a un éveil de conscience, l'éveil de conscience se fait, c'est triste, mais il y a deux façons. Ou c'est la révolution, ou c'est la douceur évolutive. Évolution versus révolution. Et on dirait qu'en ce moment, sur le long terme, là, parce que tu as étudié l'histoire, là, c'est des structures qui évoluent, qui permettent de changer l'événement. Et je suis convaincu qu'en ce moment, il y a un éveil de conscience qui est accéléré, qui fait qu'à un moment donné, le switch va se faire. Mais ce switch-là, collectif, passe par un changement individuel. Et le changement individuel, il n'est pas facile, c'est difficile. Il faut travailler sur son ego, il faut travailler ses besoins irrationnels, il faut travailler ses peurs, ses conditionnements. Et ça demande du temps. C'est pas facile à faire. Hein? Et c'est une responsabilité individuelle. T'sais, c'est beau de m'inquiéter de Macron puis tout, mais en même temps, je me dis, moi, c'est pas dans ma sphère d'influence à moi. Toi, ça l'est dans la tienne. T'sais, toi, c'est beau, tu peux agir là-dessus. Mais souvent, je dis à mes gens, travaillons sur notre sphère de rayonnement.
Carl a une sphère de rayonnement beaucoup plus grande que la mienne. Ben, il peut influencer par ces choses. Mais ma mère de 78 ans, son rayonnement, il est petit. Mais qu'est-ce qu'elle peut travailler, elle? Elle peut travailler, se libérer de ses peurs, ses insécurités financières. Elle peut se libérer de son ego, hein, de ses besoins irrationnels. Et ça, pour moi, c'est vraiment là que l'évolution se fait. C'est bizarre, hein? Parce que chaque fois, le collectif change. À chaque fois qu'un individu se libère de son ego, le collectif change. C'est clair. Hein? Donc, et tout ce que ça soulève ici, là, ce dossier-là là, de Brigitte Macron, là, on remet en question les croyances de tout le monde, de la masse au complet. Puis on ne s'attend pas à ce que ça change là, à travers ces capsules-là, mais il y a véritablement un phénomène qu'on creuse ensemble, Bertrand. Et grâce à tes analyses, c'est là qu'on comprend pourquoi tu as été arrêté. Et ce que Candace Owen fait, c'est une femme qui a la foi de couleur, très difficile à attaquer aussi. Elle peut dire des choses comme femme que toi et moi, on ne peut pas dire sur Brigitte Macron. Et ça rend cette opération-là porteuse d'avenir. Là, j'ai l'impression que tout ce que Trump et l'entourage de Trump, parce qu'elle, on peut la mettre dans l'entourage de Trump, là. Elle fait partie de ce phénomène médiatique aux États-Unis qui a fait qu'on a changé les choses aux États-Unis. J'en parle souvent dans mes émissions. C'est les médias dits indépendants aux États-Unis qui maintenant font la différence dans l'information. Tant que l'information va rester comme on l'a au Québec, au Canada et en France, on n'est pas sorti de l'auberge. Et j'ai l'impression qu'avec YouSaid et tout ce que Trump est en train de faire, toi, en tout cas, ce soir, Bertrand, tu me permets d'espérer encore. Bien sans sûr. tomber dans la partisanerie, tu m'expliques que laissons-le travailler, laissons-le faire 100 jours avant de juger. Puis, non, c'est encourageant ce que vous nous dites ce soir, les gars. Moi, je suis super optimiste. Je ne sais pas toi, Bertrand, mais moi, je suis, peut-être que je suis un imbécile heureux, là, un optimiste heureux, mais moi, j'ai la foi. Moi aussi. Et j'ai vraiment la foi en l'être humain. C'est drôle, hein? Et des fois, c'est dans les pires situations, dans les pires désastres, qu'on trouve le plus de puissance de transformer les choses. Et d'être conscient de toutes ces incongruences, saletés-là, puis dégueulasseries qu'on voit, là, ça ramène les gens à se mobiliser puis à prendre au fond d'eux la force de se transformer, de transformer des situations. Et moi, c'est pour ça que je suis super optimiste. Je suis zéro pessimiste. Je l'étais plus quand le COVID a commencé. Puis Gary, toi puis Bertrand, c'est la même chose. On a beaucoup... on a été très surpris par la COVID. Ça nous a fait réagir les trois. Je vous connais bien maintenant, vos deux. Et c'est à partir de la COVID là, qu'on a pris... Il y a eu une prise de conscience et qu'aujourd'hui, vous continuez votre combat. Bertrand, tu as tout lâché pendant la COVID parce que tu crois encore qu'il y a urgence en la demeure. Puis c'est pour ça qu'on fait tout le travail qu'on fait ce soir. Merci. Et gardez la foi. Ça, c'est une autre affaire qui est plus à la mode, mais que tu tiens. Et à travers ton analyse, Bertrand, tu as toujours resté très solide dans ta foi. Donc, et aujourd'hui, ce que Candace Owen fait met tout en lumière ton travail. Et il n'y a pas de hasard dans la vie, Bertrand. Merci. Oui, il ne faut pas que tu lâches, Bertrand. C'est beau ce que tu fais. Merci beaucoup. À bientôt. Et abonnez-vous au Substack. N'hésitez pas à vous abonner au Substack. Je répète à chaque fois, s'il vous plaît. Oui, puis Bertrand, à cette heure-là, la semaine, dans les prochaines semaines, on peut faire toujours des émissions le matin, 5 heures, heure du Québec, 11 heures, heure de France. Au besoin, on se recommunique. Merci beaucoup. Là, il va y avoir des émissions à faire. Ah oui, puis c'est pour ça que je te dis, là, cette semaine, le matin, au besoin, tu m'appelles, puis on se met en onde. Merci, Bertrand. Bonne soirée, Bertrand merci.
Bye bye. Alors sinon, avant de vous laisser vous plonger dans la vidéo, un petit clin d'œil pour le miel. Donc ici, dans ma main, un extraordinaire miel d'acacia. Et je vous invite, comme toujours, à vous abonner à ma lettre Substack. J'ai pris un peu de retard sur la lettre sur le complotisme facile, qui, je l'espère, pourra être finie demain ou mardi. J'ai eu une activité complètement folle depuis une semaine. J'ai beaucoup avancé, mais elle n'est pas encore parfaitement finie. N'hésitez pas à me contacter à bertrand@55bellechasse.com, bertrand@55bellechasse.com. Et je pourrais vous parler de miel, je pourrais vous donner toutes les indications pour la lettre Substack. Sachez qu'il existe également une version Patreon avec la lettre lue par une personne humaine et également sur laquelle il y a des résumés des différentes lettres Substack ou d'autres sujets, puisqu'en fait c'est des choses qui sont assez différentes et j'ai pas souhaité tout mélanger. Comme toujours, tout est les supports X, YouTube, Substack, etc. C'est gratuit, donc n'hésitez pas. Maintenant, bonne vidéo, des pouces en l'air, partage.